Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Trendstalk. La situation pandémique se prolonge, on ne sait pas très bien quand on en sortira. Et puis derrière tout ça, il y a évidemment le contexte plus global pour les petites entreprises, pour les indépendants, pour les classes moyennes. On peut en parler aussi par-delà les incidents, par-delà les comités de concertation. Et on accueille pour en parler leur ministre, David Clarinval, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes, des indépendants. Vous êtes aussi ministre de l'Agriculture et des réformes institutionnelles. Mais on va surtout parler de ce domaine-là. On vous voit souvent, alors pas que dans ces contextes-là, mais on vous voit souvent dans le cadre de comités de concertation. Est-ce que vous avez annoncé cette semaine, si je ne m'abuse, la prolongation de certaines mesures, notamment les dispensations de cotisations sociales pour les indépendants? On a l'impression que cette crise n'en finit pas. Alors, quel est l'état des lieux de ce secteur de manière générale? Est-ce que c'est une situation qui devient difficile à vivre? Est-ce que quand on prolonge des mesures comme ça, on se dit on va en sortir un jour? On en est où? Mais en fait, comme vous le savez, cette crise et cette pandémie est historique, à la fois dans ses conséquences sanitaires, mais aussi dans ses conséquences économiques et sociales. Et donc, le pouvoir fédéral, mais les autres niveaux de pouvoir ont décidé, il y a déjà de cela 2 ans bientôt, de mettre en place des mesures de soutien importantes pour éviter évidemment qu'il n'y ait une crise sociale et une crise finalement... En France, on dirait ne laisser personne au bord de la route, quoi. Voilà, c'est un peu vraiment. Ça. Et donc, il y a la volonté sur le plan macroéconomique de mettre le paquet pour soutenir les entreprises et, à travers eux, les travailleurs. Et donc, par exemple, la Cour des comptes a isolé plus de 400 mesures d'aide spécifiques, parfois très pointues, qui ont été mises en place par les différentes entités dans ce pays. Au niveau budgétaire, ce sont près de 25 milliards d'euros qui ont été débloqués pour soutenir les entreprises. En ce qui me concerne, avec le droit passerelle et les doubles passerelles, ce sont plus de 5 milliards d'euros qui ont été mis à disposition des travailleurs des indépendants, qui étaient durement impactés par la crise. Et donc, on a vraiment voulu mettre le paquet sur le plan macroéconomique. Maintenant, c'est vrai que... malheureusement, il y a toujours des situations très pointues, très spécifiques, qui parfois ne sont pas prises en compte sur le plan micro. Et donc, il y a parfois quelques situations qui ne sont pas nécessairement prises en compte suffisamment. Il y a encore des personnes qui sont dans des situations très difficiles, malheureusement, parce que la crise s'éternise ou parce qu'ils ont des investissements particulièrement importants ou parce qu'ils avaient un statut qui n'était pas nécessairement parfait. Donc, on peut dire que sur le plan macroéconomique, je pense que la Belgique a pu traverser et traverse encore cette crise, mais sur le plan plutôt micro, il y a quand même des secteurs et parfois des individus qui sont encore en souffrance. Et comment vous sentez-vous ça? J'imagine que vous avez pas mal de contacts, enfin, vous en avez eu beaucoup pendant la crise, mais vous avez sans doute encore des contacts maintenant. Oui, c'est une drôle de crise parce qu'il y a eu la reprise à un moment, puis maintenant on parle de difficultés liées à la facture d'énergie ou à l'indexation, on en parlera, mais est-ce que c'est un moment où les gens se disaient « Ah, on va respirer » en fait, pas vraiment. Mais il faut bien se rendre compte que les secteurs qui sont encore fermés aujourd'hui ou qui ont de grosses contraintes qui pèsent sur leur activité sont encore en souffrance. L'événementiel, tout ce qui est dans l'ORECA, on a les boîtes de nuit, le secteur du loisir. Ce sont des secteurs qui sont encore fermés en partie ou pour tout. Et donc là, il y a vraiment encore des personnes qui souffrent beaucoup. D'autres personnes souffrent aussi, parfois dans des proportions moindres, mais on sait que des travailleurs qui sont en télétravail à 100% pendant des mois peuvent aussi avoir des situations complexes. L'ORECA, dans les grandes villes, par exemple, ne retrouve pas les couleurs qu'il avait avant. Et donc, il y a encore, et on le ressent parce que moi je suis interpellé tout simplement par les secteurs. Quasiment chaque jour, je rencontre des secteurs. On prépare ensemble les dossiers pour les Codeco. On prépare ensemble des mesures de soutien, comme celles que j'ai annoncées en effet cette semaine. Et on maintiendra en place les aides, en tout cas en ce qui me concerne,
tant qu'il y aura des indépendants qui souffriront, nous maintiendrons des aides. Par exemple, la passerelle moins 40% qui vise tous les indépendants qui ont une perte de chiffre d'affaires de 40% par rapport à 2019 auront droit à une passerelle, quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Parce que cibler trop sur certains secteurs, c'est risquer parfois d'oublier des personnes. Et donc, j'ai les retours de secteur, j'ai les rencontres et on a la volonté politique de maintenir tant que nécessaire ces aides. Est-ce que ça se greffe sur une toile de fond? Parce que je sais que vous y êtes sensible, il y a une volonté de revaloriser ce statut des entrepreneurs, des indépendants, de ceux qui osent se lancer, parfois s'enfiler, avec parfois des pensions pas à la hauteur derrière. Est-ce que cette toile de fond-là, elle vous semble de nature à pouvoir les aider? En gros, est-ce qu'il fait bon être PME ou est-ce qu'il fait meilleur être dirigeant de PME ou indépendant ou classe moyenne aujourd'hui en Belgique? Mais c'est clair qu'il y a 1 200 000 indépendants dans ce pays, un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes, et que ces indépendants ont un statut social spécifique pour eux, qui n'est pas le même évidemment que celui des salariés. Et donc, depuis Sabine Laruelle, mais aussi avec Willy Borsu, il y a eu de nettes améliorations du statut social des indépendants. Et nous poursuivons ce travail avec déjà toute une série de mesures qui sont prises en compte et qui sont mises en œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a un statut différent et qui a des forces et des faiblesses, parce qu'il y a aussi une plus grande souplesse, il y a un plus grand dynamisme, une plus grande liberté, mais en corollaire de ça, il y a une plus grande responsabilité, puisque vous savez aussi que, par exemple, au niveau des pensions, il y a encore des différences, même si on a travaillé pour les augmenter. On sait bien qu'au niveau du chômage, on a créé le droit passerelle, mais qui n'est pas équivalent à ce que les salariés peuvent bénéficier. Donc, le statut social des indépendants s'améliore, va de l'avant, mais il y a encore des différences, mais qui se justifient aussi par cette plus grande liberté et aussi les cotisations qui sont relativement moindres que ce que l'on demande aux travailleurs salariés. Mais les gros chantiers, c'est quoi alors pour vous? Enfin, maintenant, sur ce terrain-là, il y a des questions. Est-ce que c'est les pensions, par exemple? Enfin, on sait qu'il y a une réforme qui va normalement arriver. Est-ce que c'est ça la priorité ou bien quand... Donc, dans l'accord du gouvernement, la priorité principale, ce sont les pensions. En effet, la volonté de mettre vers 1 500 € bruts pour tout le monde, les pensions minimales pour une carrière complète. Et donc, on a mis en place, avec la ministre Lallieu pour les salariés, des augmentations qui vont être mises en place tous les ans de manière récurrente pour atteindre ces chiffres-là au terme de la législature en 2024. C'est donc évidemment un très gros chantier qui est mis en œuvre et qui est en train de se concrétiser. En 2024, les indépendants qui auront une carrière complète auront une pension minimum, 1 500 € brut, donc on peut s'en réjouir. Mais il y a d'autres sujets qui sont mis en discussion. Par exemple, le droit passerelle. On a pu constater avec cette crise que le droit passerelle était nécessaire dans des situations comme celle-ci. Quand on interdit à des indépendants de travailler, ils doivent pouvoir avoir un... Ouais. Et donc, ça n'existait pas, ou quasiment pas avant. C'était dans des circonstances bien précises. Donc, j'ai obtenu une décision du Conseil des ministres qui me permet de pouvoir travailler sur la pérennisation, même au-delà de la crise sanitaire, d'un droit passerelle. En cas d'accident de la vie, enfin donc ce serait une forme de chômage. Phase difficile, oui, c'est ça. Une forme de chômage pour les indépendants. Mais là, il y a... et donc, sur le principe, le gouvernement est acquis. Maintenant, il reste à mettre les modalités. Et là, on va évidemment travailler avec les représentants des indépendants parce qu'il y a 2 écoles. La première école dit qu'en fait, les indépendants n'ont pas besoin, ou le moins possible, de droit passerelle de chômage, parce que il faut peut-être un buffer, un seuil, mais l'idée n'est pas d'avoir des périodes de chômage importantes pour les indépendants, parce que cela coûte cher. Et donc, ils préfèrent avoir des droits passerelles qui sont relativement limités, mais des cotisations sociales qui restent basses. L'autre école dit on est prêt à augmenter les cotisations sociales sur les travailleurs indépendants
évidemment avoir au prorata des droits passerelles qui seraient plus généreux ou plus longs. Donc il y a deux écoles, je n'ai pas encore forgé mon opinion là-dessus. On travaillera en concertation avec les partenaires sociaux et principalement les représentants des indépendants et on verra quel est le compromis que l'on peut avoir. Mais je crois qu'en tout cas, il faut obtenir, avant la fin de cette mandature, un droit passerelle qui soit pérennisé au-delà des périodes de crise. Est-ce que ça veut dire que c'est une forme de reconnaître quelque part ce statut en le sécurisant davantage? C'est un peu ça l'idée, de se dire on encourage, non seulement on encourage les gens à peut-être adopter ce statut, à entreprendre, à se lancer dans cette flexibilité-là, comme vous l'avez dit, mais en ayant quand même un matelas un peu plus rassurant, c'est ça l'idée? Bien sûr, il faut... on constate tout d'abord deux paradoxes. Pendant cette période de crise, on a constaté qu'il y avait un plus grand nombre d'indépendants qui avaient créé leur emploi et qui se sont lancés. Il y a moins de faillites, mais ça s'explique par ailleurs. Mais donc on voit que malgré la crise, le statut d'indépendant attire de plus en plus d'individus et on peut s'en réjouir, sans doute grâce aux améliorations qui ont été mises en place et évidemment à partir du moment où vous voyez que finalement les pensions s'améliorent quand on est indépendant, que finalement vous aurez droit peut-être en cas de coup dur à un droit passerelle qui vous permettra de faire une transition, alors le statut n'est plus un frein à la mise en place de vos projets et beaucoup de personnes peuvent se lancer et c'est vraiment dans cette optique-là que l'on veut continuer. Outre le statut social, il y a aussi la mise en valeur de la réussite. Parce que je pense que les indépendants... C'est culturel, mais pas que. Enfin, c'est culturel, oui, mais on pourrait imaginer, par exemple, que l'on va mieux mettre en valeur les gens qui réussissent au travers de concours, de toute une série, ce qui parfois est un peu insuffisamment pris en compte dans notre pays, je pense. Oui, mais c'est ça, c'est une reconnaissance culturelle et politique. Alors, c'est un petit incident politique de petites phrases, comme on en aime parfois. Si je ne m'abuse, vous avez un peu critiqué Paul Magnette, président du Parti socialiste, parce qu'il considérait qu'il fallait un statut de salarié pour les travailleurs des plateformes, qui sont un peu une de ces économies qui se développent. Est-ce que c'est révélateur, ça? Est-ce que c'était un peu cette idée-là, de dire à un moment, mais vous savez, ça peut être très bien d'être un indépendant dans ce cadre-là, c'est ça? Oui, moi j'ai réagi parce qu'en fait, en effet, Paul Magnette avait clairement sous-entendu que le statut d'indépendant était un sous-statut. Oui. Et donc ça, moi je ne peux pas laisser passer ça. Le statut d'indépendant n'est pas un sous-statut, c'est un statut différent, avec des qualités, avec des défauts. Mais comme le statut de salarié a des qualités et des défauts, donc c'était quand même inacceptable de laisser passer ça. Donc je l'ai un peu... recadré, clairement. D'autant plus que ce qu'il propose pour l'économie de plateforme, qui est en fait une nouvelle économie qui se met en place avec de nombreux acteurs et qui nécessite d'avoir un peu de créativité si l'on veut garder chez nous des entreprises de ce type-là. Ce qu'il propose, c'est de tout simplement mettre un statut de salarié à tous les travailleurs de l'économie de plateforme, est un échec déjà prouvé, puisque tant en Suisse qu'en Espagne, dès que ce statut-là a été instauré, les entreprises de plateforme ont quitté les pays. Donc il faut avoir un peu de créativité, et à cet égard, le statut d'indépendant peut être une réponse intéressante. Il y a maintenant un travail qui est mené au niveau du Cairn pour obtenir finalement un statut spécifique, et je pense qu'on va pouvoir obtenir un bon compromis. Mais venir dire que c'est un sous-statut que d'être indépendant, ça je ne peux pas laisser passer, et je pense qu'au contraire, on doit pouvoir utiliser ces forces de ce statut dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il y a l'économie de plateforme, il y a toute une série de défis nouveaux qui se présentent à nous. Les indépendants doivent pouvoir être aidés, et donc par exemple, on constate que il y a des cyberattaques qui sont menées, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelque temps. On va mettre en place prochainement toute une politique d'aide à la cyberprotection des entreprises et des indépendants. On voit que la crise a été très dure pour les indépendants, mais via les fonds européens qui sont mis en place, on va investir massivement pour que les indépendants et les entreprises puissent investir dans les secteurs du digital
et du green, de telle sorte à ce qu'ils puissent s'adapter aussi aux nouvelles... Parce que vous dites qu'il y a de plus en plus d'indépendants et d'entrepreneurs, quelque part, c'est peut-être aussi parce que ça correspond à une évolution de société vers plus de souplesse, une meilleure gestion de son temps, des esprits d'entreprise dans des petites structures, en fait. Ce paradoxe de la création d'un plus grand nombre d'indépendants pendant la crise et d'une diminution des faillites, ça c'est pour toute une série de mesures de protection. Notamment les aides, enfin oui. Oui. Mais ce paradoxe, en fait, il est double. Alors, il y a en effet des nouveaux statuts, on l'a dit, l'économie de plateforme, par exemple, qui incite la création de nouveaux indépendants. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui ont réfléchi et se sont posé des questions, qui sont parfois restées au chômage temporaire pendant un certain nombre de temps, ou qui ont décidé, parce que la période a été propice à l'introspection, qui ont décidé de se lancer dans un projet dont ils rêvaient depuis un certain temps. C'est un projet de vie aussi. Et on constate on a beaucoup de témoignages en ce sens. Et donc, ils se sont lancés. Et moi, je trouve ça formidable que l'on puisse avoir plus d'indépendants qui portent des projets dans notre pays. Et donc, il faut évidemment les soutenir. Et c'est pour ça aussi, par ailleurs, que l'on a décidé, avec le gouvernement, de mettre en place des mesures d'aide à l'investissement, par exemple. On a augmenté le plafond d'aide pour le tax shelter. Donc parce que quand vous vous lancez, vous avez quand même besoin d'un coup de pouce financier pour pouvoir investir. Un investisseur, sauf dans certains cas, mais il faut quand même toujours un minimum de capital pour pouvoir lancer son activité. Et donc, on a souhaité mettre en place des outils qui permettent à ces personnes qui se lancent de pouvoir être aidées, et notamment ces mesures innovantes qui étaient dans le budget qu'on a voté fin de cette année. Quand vous êtes au sein d'une coalition de 7 partis, est-ce qu'il est facile de mener ce combat-là, si l'on peut dire, c'est-à-dire de défendre les indépendants, l'esprit d'entreprise? Est-ce que le climat est bon au sein de la Vivaldi? On parle parfois de petits incidents avec le PS, parfois de petits incidents avec Écolo. Bon, ça fait partie du jeu, j'imagine, mais est-ce que par rapport au projet que vous portez, vous, c'est parfois préjudiciable ou compliqué, ou bien c'est plutôt une conviction généralisée de penser qu'il faut soutenir ce secteur? Écoutez, un gouvernement qui est composé de 7 partis, qui quand même sont parfois un peu comme l'eau et le feu. Hein. Les socialistes et les libéraux n'ont pas nécessairement le même point de vue sur les enjeux de cette société. Notamment socio-économiques, principalement. Principalement. Évidemment que ça peut faire des étincelles, on en est bien conscient. Et moi, je trouve relativement sain qu'on puisse s'exprimer, donner son point de vue. Mais soyons de bon compte sur les enjeux quand même importants. On a chaque fois pu trouver des solutions. On a réussi, par exemple, à trouver une solution sur les voitures de société qu'on a pu conserver, alors que certains voulaient les supprimer, mais on les a verdis. On a réussi à sauver les zéro cotisation. Vous savez que certains voulaient les supprimer, considérant que c'était un cadeau. Qui permet d'engager notamment le premier travailleur, c'est ça, sans cotisation. Donc c'est un encouragement. Certains partis pensaient que c'était des cadeaux qu'on faisait aux entreprises. On a bien sûr démontré qu'en fait c'était un incitant pour créer son premier emploi. Donc on a pu convaincre et sauvegarder ces mesures. On a pu mettre en place des aides à l'investissement et toute une série de choses. Donc c'est vrai que les discussions sont vives, mais jusqu'à présent, on a quand même pu toujours, in fine, trouver de compromis assez constructifs dont je me réjouis. Mais est-ce que 2022 sera l'année des grands enjeux? Parce qu'on a parlé un peu des pensions, on en a déjà un peu parlé, on peut parler de la fiscalité, on a parlé de l'emploi, il y a encore des choses à faire en termes d'emploi. Il y a maintenant l'enjeu énergétique qui n'est pas mince et qui s'impose de plus en plus comme en urgence. Est-ce que vous dites que c'est un peu l'année de vérité pour la Vivaldi, ou bien c'est exagéré? Je pense qu'en effet, les défis qui sont devant nous sont très importants. Vous l'avez cité, le dossier du nucléaire, hein, clairement. Sortir ou pas, enfin en tout cas sortie complète ou pas, et l'avenir du mix énergétique. Hein, Ce n'est un secret pour personne que, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il faut garder 2 centrales pour pouvoir garder des prix abordables, parce qu'on voit l'explosion des prix d'une part, pour pouvoir garder une souveraineté énergétique, hein, avoir suffisamment d'électricité pour fournir nos entreprises et nos citoyens,
mais aussi pour ne pas polluer et émettre des gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a un enjeu là qui est important. Et qui ne va pas être évident. Qui ne va pas être évident, mais voilà, je pense qu'on devrait pouvoir solutionner ce problème cette année. Il y a un autre enjeu important, c'est l'inflation. On constate en effet que avec la hausse des prix de l'énergie notamment, on a un impact sur l'inflation, avec le corollaire à cela que pour les entreprises en Belgique, l'indexation engendre une hausse automatique des salaires et donc avec un impact sur la compétitivité des entreprises. Donc c'est clair qu'il faut être attentif à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que les fédérations patronales ont demandé à un moment un saut d'index et puis c'est plus aussi clair. Non, le Premier ministre a clairement rappelé qu'il n'y aurait pas de saut d'index. Ça veut dire un changement du système? Mais le Premier a clairement dit qu'on pourrait réfléchir peut-être à, si on voit que l'inflation reste à un niveau aussi élevé longtemps, alors il faudra peut-être réfléchir à quelques autres mesures. Mais pour le moment, on espère qu'en fait l'inflation vienne à revenir à un taux approximatif des 2% fin de cette année. Donc plus gérable, quoi. On veut rester. Mais il y a d'autres enjeux. La réforme des pensions, vous l'avez dit, mais elle doit être soutenable. Il y a aussi... Oui, c'est bien de donner des bonus, mais derrière, il faut le budget de l'État, oui, donc il faut augmenter, on l'a dit tantôt, on va le faire pour les indépendants et les salariés, on va atteindre les 1 500 € bruts avec une pension complète, mais cela coûte de l'argent, donc il faut quand même être conscient de cela. Réforme fiscale, il faut récompenser les gens qui travaillent, que ce soit même au niveau des pensions. On pense que c'est normal qu'une personne qui a travaillé, notamment un indépendant qui a travaillé 20 ans, doit avoir une pension qui est supérieure à un demandeur d'emploi qui a chômé pendant 20 ans. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, pour nous, il faut mieux récompenser le travail dans le cadre de la réforme des pensions. Il faut aussi mieux récompenser le travail dans le cadre de la réforme fiscale. On voit que les classes moyennes sont encore très lourdement taxées dans ce pays. Et donc, on attend évidemment que tant Mme Lallieu que M. Van Petegem viennent avec des propositions. Les premières ébauches n'étaient pas toujours très satisfaisantes de votre point de vue. En ce qui concerne la réforme des pensions qui a été proposée unilatéralement par Mme Lallieu, en effet, ça n'allait pas dans le bon sens. Mais aujourd'hui, ce dossier a été remis sur la table et les discussions sont en cours. J'espère qu'on pourra quand même revenir à des choses plus... De meilleurs sentiments. Exactement. Pour le ministre des Finances, le travail est en cours et on pense que cela pourra aboutir dans le courant de l'année. Donc voilà une année importante, quoi. C'est une année assez importante avec des enjeux fondamentaux et sur lesquels on compte bien évidemment peser pour que les travailleurs de ce pays soient mieux récompensés. Est-ce que il y a eu un débat interne à votre parti ces dernières semaines, avec le départ de Jean-Luc Cruc, ministre wallon du budget pour ne pas le nommer, qui a trouvé son successeur, un jeune qui incarne l'avenir du parti, mais en attendant, on a parlé un peu de droitisation du MR. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Oh, écoutez, moi je connais le parti depuis longtemps. Je travaille maintenant depuis 20 ans, pas dans le parti, mais aux côtés des présidents successifs. Et donc, à tous les niveaux d'ailleurs, vous avez été à peu près... J'ai travaillé à la région wallonne, voilà. Mais honnêtement, il est faux de dire que le MR se droitise. Le MR est un parti de centre-droit, bien connu, classique. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est d'une part un président qui a un libéralisme décomplexé. Ouais. Et il n'a pas peur d'assumer les positions qui parfois étaient un peu mises sous le tapis parce qu'on avait peur de déplaire. Et ça, vous soutenez, ça? Moi, je suis enthousiaste. Moi, je suis vraiment très enthousiaste. Je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur. Même si ça vous fait parfois des problèmes dans la gestion de la coalition, mais... Oui, mais on assume nos positions, ce que parfois, on a parfois eu peur. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est et on le voit mieux en France, où la politique est plus claire, c'est la gauche qui, elle, parfois, a des positions plus conservatrices. Vous savez, ceux qui bloquent souvent dans les discussions, ce sont les syndicats qui bloquent des réformes et sur toute une série de mesures en lien avec
la liberté, le port du voile, etc. Ce n'est pas les libéraux qui sont les conservateurs. Et donc, au contraire, je trouve qu'on a pu retrouver une plus grande liberté d'expression. En tout cas, c'est décomplexé. C'est le terme qui est exact. Donc, c'est faux de dire qu'on se droitise. D'ailleurs, comme le dit mon président, que l'on nous montre le dossier sur lequel on est en divergence par rapport à ce qui était fait avant par Charles Michel ou par Didier Reynders ou même Jean Gaulle. Je crois qu'il y a aussi un peu de jeu politique derrière tout ça, où on aime bien un peu de coller des étiquettes au MR pour essayer de le salir. On fait de la politique, ce n'est pas des bisounours, hein, donc je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Et une époque, sans doute, où les positions sont plus clivées, où les expressions sont plus nombreuses via les réseaux sociaux, etc. J'imagine que tout ça joue aussi, mais dans le fait de s'assumer, quoi. C'est ça, en fait, c'est ce que vous dites. Ouais. Maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, c'est clair que on voit que les débats sont plus vifs et plus tendus et plus instantanés, et parfois, ça n'est pas nécessairement une bonne chose, hein, parce que la réflexion n'est pas toujours derrière les tweets, on peut le regretter. Et donc, je pense que c'est aussi un phénomène de société. Les réseaux sociaux exacerbent aussi les tensions. On le voit sur le Covid avec, je ne sais pas vous, mais on n'ose plus aborder certains sujets en famille. Vaccination obligatoire, par exemple. Enfin, oui. Je vous le déconseille si vous avez encore quelques personne à souhaiter la bonne année, je vous déconseille ce genre de sujet en allant le voir parce que ça risque de chauffer. Donc on voit qu'il y a quand même des tensions qui sont assez fortes et les réseaux sociaux exacerbent tout ça clairement. Parce que vous êtes aussi un entrepreneur, enfin, votre famille est une famille d'entrepreneurs, vous êtes un politique, vous avez été politique au niveau local, hein, et puis comme on l'a dit à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? C'est important d'avoir ces deux facettes-là, ça veut dire que vous êtes conscient de certaines réalités, que vous êtes peut-être sensible au vécu de certains, c'est des choses, ça doit peut-être parfois être touchant justement de se dire je sais ce que c'est d'entreprendre, je sais ce que c'est d'avoir son entreprise et de traverser certains moments. Ça c'est clair, pendant la crise du Covid, je vous avoue, donc en effet j'ai été indépendant et j'ai été aussi bourgmestre pendant 20 ans. Pendant la crise, j'ai été vraiment touché, même parfois personnellement, par les nombreux témoignages que j'ai reçus de personnes qui étaient dans des situations difficiles. Et on a vraiment aidé un maximum. J'avais une cellule de 4 personnes rien que pour répondre aux messages, aider les gens dans mon cabinet, mais autant que ce soit les caisses d'assurance sociale, l'INASTI, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour aider. Et donc, c'est clair que quand vous êtes indépendant et que vous partagez, vous savez ce que c'est que d'être indépendant, quand vous êtes seul face aux défis et que vous avez une interdiction de travailler pour un indépendant, c'est un vrai problème, parce que certains indépendants vivent pour leur travail, c'est leur raison, c'est leur projet de vie, et on leur interdit de le faire, et donc c'est frustrant, et ça les touche personnellement. Et donc, il y avait vraiment... moi, j'ai été à leur côté à 150%, parce que je comprenais vraiment leur situation. Mais ça permet aussi, quand vous avez été indépendant, d'avoir un peu plus de pragmatisme dans les débats. Parce que quand j'étais au Parlement... Que certains, entre guillemets, politiques professionnels, je dis ça oui, sans... clairement. Moi, je peux vous assurer que en commission affaires sociales, vous aviez... il y avait quand même certains députés qui avaient des formations, notamment dans les syndicats, qui étaient... très très forts parce qu'ils connaissaient bien leur dossier. Et donc là, il y avait des débats très intéressants, mais il y avait parfois aussi des députés qui manifestement avaient une connaissance très... aléatoire. Ou en tout cas très scolaire de leur dossier, et qui disaient quand même des choses qui n'étaient pas en fait des choses que l'on rencontre dans le monde de l'entreprise. Et donc, avoir été indépendant, avoir toujours les contacts que l'on a dans les différents secteurs, ça permet d'avoir quand même une vision plus réaliste de la situation, je pense. Et de tenir le cap quelque part par rapport aux enjeux concrets que les entreprises rencontrent. Bien quoi, sûr, c'est ça, bien sûr, ça c'est clair. Et on sait aussi les dossiers qui sont importants de ceux qui sont plus accessoires. Et on peut aussi apporter des solutions à des problèmes qui touchent vraiment les indépendants. Enfin, c'est un peu le challenge que je me suis imposé
parce que je pense qu'on est au service, quand on est ministre, on est au service des indépendants, quand vous êtes ministre des classes moyennes, et qu'on doit le traduire en fait dans la politique qui est menée. Au-delà des enjeux parfois politiques ou plus instantanés. David Clarinval, merci beaucoup. On voit que cette année sera encore importante en termes d'enjeux politiques, mais sans doute de rencontres aussi. Peut-être qu'on aura une sortie de crise sanitaire à un moment, ça restera sans doute le coup près, hein, qui sera tant pour votre activité politique que pour l'économie au sens large, mais on ne manquera sans doute pas encore de vous interroger sur les réformes à venir. David Clarinval, merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine pour une prochaine édition de Trendstalk. Merci à vous.